Alors bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de l'événement Art de l'Islam. C'est une exposition qui se tient simultanément dans 18 villes de France à partir d'aujourd'hui 13 heures, donc du samedi 20 novembre au samedi 26 mars 2022. C'est une collaboration entre les bibliothèques de Marseille et les musées de Marseille, en partenariat avec le Louvre, la Réunion des musées nationaux, le musée de l'armée, le MUSEM et le FRAC-PACA. Et pour ces deux conférences inaugurales, nous accueillons Mireille Jacotin, qui a été formée à l'école du Louvre avec une spécialisation en art islamique et formée également aux langues orientales avec une spécialisation dans les langues du monde ottoman. Elle est conservatrice des musées nationaux depuis 1996. Elle a été commissaire de l'exposition Le goût de l'Orient en 2013 avec Aurélie Bosc. Et elle est membre de la Société asiatique, qui est donc une société savante. Voilà, Mireille, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Là, ça fonctionne mieux ? C'est bon. Non plus. Si, ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup pour cet accueil. Je souhaite bien évidemment remercier les organisateurs de cette programmation, le directeur de la bibliothèque de l'Alcazar, mes collègues Marion Lux et Bernadette Gianfranco pour avoir organisé justement cette programmation. Je dois dire que je suis très honorée de parler devant vous ce matin pour ouvrir justement cette programmation qui effectivement débute là ce week-end dans 18 villes de France. Et donc je vais, en guise d'introduction, vous dire quelques mots de la présence en France de collections d'art islamique qui sont des collections publiques. Et vous allez le voir, ce sont des collections qui sont présentes pour certaines depuis des temps très anciens. L'idée de montrer justement des collections d'art islamique de manière thématique remonte certes à la fin du 19e siècle, mais au 20e siècle à Paris, et notamment dans les années 70, ont eu lieu deux expositions qui étaient organisées à l'époque par la Réunion des musées nationaux. Ce sont des expositions qui se sont tenues au Grand Palais à Paris et qui avaient vocation à présenter les collections publics d'art islamique présents dans les musées nationaux. Donc les musées nationaux, vous savez, ce sont des musées qui relèvent directement de l'État, comme le musée du Louvre, le musée de l'armée, à l'époque le musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui était installé à la Porte Dorée à Paris, dans l'ancien pavillon permanent des colonies construit pour l'exposition coloniale de 1930, et également pour montrer les collections du musée des arts décoratifs qui bénéficiaient aussi d'espaces de présentation. L'idée était de montrer qu'il existait un art spécifique, un art oriental, qui permettait justement de rendre compte d'un patrimoine mobilier du Maroc au monde de l'Asie centrale, à la période islamique, donc plutôt entre le 8e siècle et jusqu'au 18e siècle, 19e siècle en particulier, de manière synthétique. Deux expositions de ce type ont été organisées à Paris. À l'époque, la réflexion était de se dire, et s'il était possible d'organiser à Paris un musée d'art islamique ? La question s'est posée, puisqu'il existait un musée des arts africains et océaniens, en particulier à la Porte Dorée. Et le temps était peut-être venu de montrer ces collections dans le cadre d'une thématique de civilisation. Ici, dans le Midi, des collections d'art islamique ont été présentées également dans les années 70, en particulier en 1971 à Aix-en-Provence. Cette année-là, le Congrès international d'art turc
est invité et est organisé par le professeur Robert Mantran, qui est un très grand professeur d'histoire pour le monde ottoman. Et Robert Mantran, qui avait longtemps travaillé à Alger, mais aussi à Istanbul, avait demandé au conservateur du musée Granet d'Aix-en-Provence de présenter cette collection d'art oriental. Il en connaissait l'existence dans les fonds du musée, mais le musée ne consacrait pas d'exposition permanente à ces fonds. Et donc, au XXe siècle, cette exposition en 1971 aura été la seule occurrence, le seul temps de présentation des collections orientales du musée de la ville d'Aix-en-Provence. Et puis, au début des années 80, ici à Marseille, a été organisée une série d'expositions qui était intitulée L'Orient des Provençaux et qui proposait une approche différente de ce qui avait pu être montré à Paris. En réalité, l'idée, c'était de rappeler que Marseille, c'est aussi la porte de l'Orient. Lorsqu'on parle d'orientalisme à Marseille, on n'en parle pas du tout de la même manière comme on en parle à Paris. À Paris, on a l'impression de parler d'orientalisme savant, d'orientalisme de cabinet, peut-être de gens qui voyagent peu, en tout cas au sein des institutions, mais qui ont des collections à étudier auprès d'eux. À Marseille, en revanche, on a une image et une tradition de l'orientalisme beaucoup plus vivante, avec des personnalités exemplaires comme Venture de Paradis, qui est né ici dans le quartier du Vieux-Port, qui a été baptisé à l'église de Saint-Féréol ici, et qui fait partie de l'expédition des savants d'Égypte en 1798 avec Bonaparte. Et Venture a été effectivement le traducteur de Bonaparte pour cette aventure. Donc c'est quelqu'un qui avait un sens de la relation humaine extrêmement différente et une relation finalement à la découverte et au partage notamment des savoirs et des langues qui étaient immédiatement utiles finalement dans le cadre de relations diplomatiques ou du négoce. Et effectivement, la série d'expositions intitulée L'Orient des Provençaux a permis de montrer qu'il existait à Marseille des collections d'art oriental, d'art islamique, qui avaient dans certains cas été portées et données à la collectivité par des négociants, par des familles qui avaient des histoires de vie partagées avec les ports notamment du bassin méditerranéen. Alors, pour démarrer cette présentation des collections, je vous présente deux monnaies issues du cabinet des monnaies et médailles de la ville de Marseille. Je remercie notamment M. Borzillo, l'actuel directeur du cabinet des monnaies, de m'avoir communiqué ces images. Des collectionneurs dès la période de la Renaissance s'intéressent à la question de la monnaie, que ce soit la monnaie de la période de l'Antiquité, mais aussi de la période médiévale. Bien évidemment, figurent dans ces collections privées, royales, puis publiques, de la monnaie et du monnayage des périodes islamiques. Ce sont des objets très intéressants puisqu'ils sont des supports d'épigraphie, ici en l'occurrence en langue arabe. Je vous montre un dirham omeyyade frappé à Damas à l'époque du règne du calife Abd al-Malik ou al-Walid. On est vers la monnaie est datée de 86 de l'Hégire, ce qui correspond à 705-706. C'est une monnaie en argent sur laquelle effectivement on identifie bien un épigraphe en arabe et la mention de la shahada, donc la profession de foi de l'islam. Le cabinet des monnaies et médailles de Marseille est extrêmement riche d'un fonds monétaire qui a été publié par Hennequin, qui est régulièrement revu. Je vous montre ici un autre dirham de la période omeyyade, mais qui provient de l'émirat de Cordoue, en Andalousie, et qui est daté 198 de l'Hégire, soit 814 du calendrier chrétien, on va dire. La présence de ces monnaies rappelle aussi que parmi ces orientalistes savants, l'un des intérêts primordiaux, c'est la question de l'écriture et de la langue. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir recours à des épigraphes sur, par exemple, des stèles funéraires, comme celle qui est présentée dans l'exposition qui ouvre aujourd'hui, qui fait partie des collections du musée de Marseille, sur de la monnaie également, voire même sur des objets. Nous allons voir d'autres exemples ensuite.
L'orientalisme est d'abord un domaine savant, et les orientalistes, ce sont ceux qui maîtrisent d'abord les langues d'Orient, en l'occurrence l'arabe, le persan et le turc. Ça, c'est un élément très très important dans la formation des savoirs, ce qui permet de rappeler que pendant longtemps, on a considéré que l'orientalisme était un domaine savant associé à l'art du livre et à l'art de l'écrit. Parmi ces objets qui figurent effectivement dans les collections publiques françaises, un ensemble très très intéressant qui est intitulé « Jeu d'échecs dit de Charlemagne », qui fait partie de la collection du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Donc le jeu d'échecs n'est pas complet, on reconnaît néanmoins quelques pièces, des cavaliers, des éléphants qui remplacent nos tours sur le jeu d'échecs à l'heure actuelle, le roi, la dame, le vizir, le fou, et puis un petit fantassin que vous voyez au centre de l'image en bas pour représenter justement les pions qui sont en première ligne des pièces du jeu. Des objets comme ça sont présents dans les collections publiques françaises depuis des temps très anciens, et on leur a souvent associé des noms en considérant qu'ils étaient peut-être présents depuis le temps où vivait en l'occurrence Charlemagne ou d'autres grands personnages de l'histoire de France. Ce sont des personnages qui bénéficiaient d'une fortune critique très importante, et imaginez qu'on aurait sous les yeux des pièces d'échecs qui auraient servi à Charlemagne pour jouer aux échecs, ça a quelque chose d'assez merveilleux en réalité. Or, il s'agit d'un ensemble réalisé à Nivoire, dans les ateliers sans doute de Salerne, dans le sud de l'Italie, à la fin du XIe siècle, donc qui est bien postérieur à la période de Charlemagne, mais le nom est resté. Parmi ces objets savants, je vous présente également cet astrolabe extraordinaire. C'est l'un des premiers astrolabes arabes datés présents en France. Il fait partie aujourd'hui des collections du musée Paul Dupuy à Toulouse. Il bénéficie d'une valorisation particulière à l'occasion de cette programmation d'exposition. Il est signé d'un facteur d'astrolabe qui est clairement identifié. Il s'agit de Abou Bakr ibn Youssouf, qui était actif à Marrakech au début du XIIIe siècle. Et Abou Bakr ibn Youssouf est connu en tant que facteur d'astrolabe pour avoir réalisé notamment un autre astrolabe qui est aujourd'hui conservé à Strasbourg. Alors, je vous le montre parce qu'il est particulièrement intéressant dans la mesure où vous voyez la pièce centrale qui est composée d'une alidade, d'un fond. L'alidade, c'est cette pièce mobile qui permet d'associer avec une virole au centre le disque et le support finalement de l'astrolabe qui est gravé. Et sous le support, entre le support et l'araignée, qui est cette partie en métal découpé, qui présente notamment les étoiles fixes, on peut insérer un disque comme ceux que vous voyez sur l'image. L'astrolabe de Abou Bakr est presque complet puisqu'il a conservé avec lui 6 disques, et ce qui permet à cet astrolabe d'être utilisé sous des latitudes différentes. C'est-à-dire que vous avez un disque qui peut être utilisé si vous êtes par exemple à Marrakech, un autre disque que vous pouvez utiliser si vous vous trouvez à Cordoue, un autre disque que vous pouvez utiliser si vous vous trouvez dans la péninsule arabique, par exemple à la Mecque. Voilà. Et le principe de l'astrolabe, c'est un objet scientifique qui permet, associé justement avec des ouvrages de trigonométrie, des sortes de computes, de trouver
une valeur qui est soit celle de l'heure qu'il est, soit celle de la latitude, soit celle de la longitude. Ça fonctionne en fait comme un GPS. En réalité, c'est l'ancêtre du GPS, l'astrolabe. Voilà, donc les collections publiques françaises conservent aussi des instruments scientifiques qui sont en général conservés dans des musées de sciences, de techniques, voire même dans des bibliothèques, dans des fonds anciens de bibliothèques. Parmi les objets qui sont présents dans les collections en France depuis très longtemps, figurent également des pièces de soierie extrêmement précieuses que l'on trouve notamment conservées dans les trésors d'églises en France. Alors, ce qui est intéressant avec les soieries, c'est qu'on a affaire à une technique et une matière qui est spécifiquement orientale, puisque la soie, c'est une technique qui vient de Chine, qui a été développée dans le monde byzantin et dont la tradition manufacturière a perduré dans l'Empire sassanide, dans l'Empire byzantin, et puis dans les empires musulmans qui ont succédé ensuite à l'Empire byzantin sur les territoires de l'Est de la Méditerranée et de l'Asie centrale. Je vous montre ici un textile fragmentaire qui est intitulé Le suaire de Saint-Josse, qui provient de l'ancienne abbaye de Saint-Josse dans le Pas-de-Calais. C'est un ensemble en fait de fragments textiles qui est daté, puisqu'il porte une titulature qui est celle de Tubuk-Tekin, qui est un personnage dont on sait qu'il est mort en 791. Donc il est certain que ce textile mentionnant le nom de ce personnage a été réalisé avant 791. Et puis, il a été ramené dans le Pas-de-Calais, probablement à l'époque de la première croisade, et a été utilisé pour envelopper les reliques de Saint-Josse, en l'occurrence, qui est le saint patron de cette abbaye. Donc, ce qui veut dire qu'on reconnaît à droite une partie du textile découpé, vous voyez, en forme de médaillon. Donc, il est probable que cette partie du textile ait servi à envelopper le crâne de Saint-Josse, qui faisait partie des reliques. Et puis, d'autres éléments de plus grande ampleur auraient pu effectivement être utilisés pour envelopper d'autres ossements conservés. Alors aujourd'hui, ce textile est conservé au musée du Louvre. Je vous en montre quelques détails. On reconnaît ici l'épigraphe en arabe et je vous en donne la traduction. Bénédiction et bonheur au caïd Abou Mansour Boukteguin. Dieu prolonge sa durée, au sens prolonge sa vie. Bon, on sait qu'il est décédé en 791, donc ça n'a pas duré très longtemps. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que pour ces textiles de soie, qui sont des samites, vous avez affaire à des montages de métiers extrêmement sophistiqués, puisque chaque couleur que vous identifiez sur la pièce, vous voyez que la palette colorée est extrêmement réduite. On a une sorte de beige doré, un rouge un peu foncé, un blanc, un crème un petit peu plus clair. Chaque couleur correspond à un fil de soie et un passage de là. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas un textile imprimé. C'est un textile façonné qui suppose effectivement une maîtrise experte finalement pour le montage du métier, ainsi qu'une maîtrise en ce qui concerne l'approvisionnement de la soie, qui est un fil, vous savez, d'origine animale et qui nécessite effectivement une organisation de l'élevage des vers à soie extrêmement particulière. Voilà, sur cet autre détail, des chameaux de Bactriane, donc vous voyez qu'on est loin d'un répertoire animalier que l'on pourrait trouver dans le Pas-de-Calais, à Saint-Josse au XIe ou XIIe siècle. Et donc ce bestiaire qui apparaît justement sur les tissus est aussi une source d'inspiration pour les artistes de la période romane en particulier, qui participent à l'aménagement, au décor et à l'architecture
architecture, de bâtiments, en l'occurrence religieux. On peut penser à Moissac, par exemple, si vous avez l'occasion de vous rendre à Moissac pour visiter le cloître qui date effectivement de la période romane, vous allez retrouver sur le tailloir de certains chapiteaux des décors d'inspiration koufique où effectivement des artistes locaux ont réutilisé ce modèle des lettres de l'alphabet arabe pour la partie du tailloir en particulier. Parmi les autres objets qui font partie des trésors d'église, j'aimerais vous parler un instant de ces aiguières en cristal de roche de la période fatimide, qui sont bien connues. On en connaît une série conservée dans le trésor de la basilique Saint-Marc à Venise. Ce sont des objets réalisés dans une pierre de roche, c'est-à-dire ce sont des objets taillés, graviers, voilà, qui font penser effectivement à des modèles qui peuvent être réalisés ensuite en verre, mais le matériau est complètement différent. On a affaire ici à une technologie qui s'intéresse à la mise en œuvre de pierres dures, de pierres rares, de grand prix. Probablement ici un cristal de roche qui viendrait de Madagascar. À l'heure actuelle, des chercheurs s'intéressent justement à la provenance des gemmes pour essayer d'esquisser des routes de commerce qui font arriver justement ce cristal de roche dans les ateliers des artisans fatimides au Caire vers 1100, 1200 en particulier. Cette aiguière a été rehaussée, vous voyez, d'une partie à nord, une sorte de bouchon réalisé en vermicelli à nord sur la partie supérieure. Et elle était utilisée parmi d'autres objets mobiliers pour le service liturgique de la messe à la basilique de Saint-Denis, qui est un lieu très très important pour l'histoire de France, puisque c'est le lieu du sacre des rois et aussi de l'ensevelissement des rois de France. Donc vous voyez qu'on a affaire à des matériaux absolument exceptionnels, qui sont des matériaux, on va dire, exotiques pour l'Occident latin, comme la soie, comme le cristal de roche. Et donc ces objets constituent des objets de luxe dont ni les matériaux, ni la technologie n'est maîtrisée dans l'Occident latin à l'époque où ils arrivent. Plus près de nous, à Apt, dans le Vaucluse, dans le trésor de la cathédrale, figure une très grande pièce textile qui a longtemps été conservée, un petit peu roulée en boule, dans une bouteille de verre de Venise. Et comme il s'agissait d'une pièce extrêmement légère par sa matérialité, une sorte de mousseline, elle a été tout de suite intitulée voile dit de Sainte-Anne, en l'occurrence la mère de la Vierge. Et donc, lorsque dans les années 20-30, des orientalistes ont souhaité voir cette pièce, ils ont pu l'identifier. Et cette pièce textile a été classée monument historique en 1907 et a été restaurée en 1933 dans la manufacture des Gobelins à Paris. Cette pièce, qui est intitulée Voile, est constituée en réalité d'une toile de lin extrêmement fine qui mesure 3,10 mètres de large, de long, 1,50 m de large. Et vous voyez, sur cette grande pièce textile est appliqué un décor de tapisserie qui est réalisé au fil d'or, mais aussi au fil de soie. On reconnaît effectivement des couleurs de soie rouge, bleue, verte en particulier, et noire, ainsi que des fils de lin blanc. Et c'est Gaston Viette, qui était un grand épigraphiste, conservateur du musée du Caire dans les années 20 et dans les années 30, qui a demandé à voir la pièce, qui a pu lire l'épigraphe que vous trouvez dans le médaillon. Vous voyez, autour du médaillon, vous avez un épigraphe en lettres rouges.
Et il a pu indiquer que cette pièce était un tiraz qui avait été tissé à Damiette, donc dans le nord de l'Égypte, en 490 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1097. Et outre le fait que cette pièce ait pu être datée, elle est associée à un personnage dont le nom figure effectivement sur cette partie de tapisserie, qui est l'imam Aboul Qasim al-Mustalibillah, émir des croyants, que les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur ses ancêtres purs et ses très honorables descendants. Et dans un autre médaillon, on voit effectivement un autre épigraphe qui mentionne en particulier un seigneur, le très illustre Al-Afdav, illustration de l'islam. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce tissu faisait partie d'objets qui étaient offerts par le pouvoir fatimide du Caire à l'occasion de relations d'ambassade, à l'occasion de nominations en particulier, qu'il est arrivé à Apt probablement par l'intermédiaire d'un seigneur d'Apt, puisqu'en fait l'évêque d'Apt et puis de grandes familles d'Apt, les Sabrans en particulier, ont participé à la première croisade. Et donc, vous voyez que cet objet qui avait une fonction civile dans son usage en Égypte fatimide arrive en fait en France, dans le Vaucluse, et acquiert une charge symbolique religieuse chrétienne associée à la Vierge et finalement acquiert une fonction d'usage complètement différente puisqu'il devient un objet vénéré dans la mesure où on considère qu'il a été en contact avec la mère de la Vierge en tant que personne physique. Voilà. Donc on est aussi dans une sorte de tradition du merveilleux, en réalité. Alors cette grande toile de lin, elle a été tissée comme une rilla, donc en général, ces pièces sont ensuite cousues pour être portées et former un seul vêtement. Cette pièce n'a pas été découpée pour être utilisée comme vêtement, mais on sait effectivement qu'elle fait partie des productions du tiraz de l'Égypte fatimide. Alors, un autre textile qui a eu une fonction d'usage assez particulière, il s'agit d'un fragment, là par contre, d'un autre textile qui vient d'Andalousie, vers 1250, qui est conservé aujourd'hui à Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Et cette pièce de textile a été dispersée par fragments dans plusieurs musées en France, dans le monde, mais il en reste encore une partie importante dans les Pyrénées-Orientales. Cette soierie à décor d'aigle bicéphale a été utilisée pour draper une statue de la Vierge dans la petite église de Thuir. Et au moment où les femmes du village, à l'époque, devaient enfanter, il était d'usage d'aller découper une partie du manteau de la Vierge pour donner justement à la parturiente un objet auquel elle puisse se raccrocher et qui puisse faciliter l'enfantement. Voilà. Ce qui explique que cet objet ait été dispersé, ait été découpé, bien qu'il s'agisse d'un objet de soie particulièrement précieux. Donc vous voyez qu'encore une fois, on invente une charge symbolique à un objet qui est accueilli, alors qu'initialement, il s'agissait sans doute d'un textile utilisé pour des robes, voilà, dans un contexte civil. Pour reparler un instant de l'ivoire que l'on trouve aussi dans ces trésors d'église, je vous montre un petit coffret taluté qui fait partie des collections de la basilique Saint-Cernin de Toulouse, qui provient aussi d'Italie méridionale au XIIe siècle. Je vous montre une photo noir et blanc parce qu'on voit assez bien le contraste des décors. C'est un décor peint, doré en particulier. Alors ce type de coffret était plutôt produit par les ateliers
de Salerne, d'Amalfi, qui ont produit également des corps, des olifants, qu'on trouve aussi dans les collections des musées ou des églises en France et en Europe depuis très longtemps. Et ces coffrets étaient utilisés soit comme coffrets à bijoux par des familles aristocratiques du sud de l'Italie ou de l'Andalousie au XIIe siècle, soit réutilisés en contexte chrétien dans les trésors d'église pour conserver justement les reliques des saints. Alors on a comme ça d'autres objets comme des pyxides, des petites boîtes en particulier, en ivoire également, qui viennent du sud de l'Europe plus que du monde égyptien de la période fatimide. Pour vous donner une idée des proportions de ce coffret, c'est un petit objet, il fait à peu près 17 cm de large, et vous voyez qu'il porte un décor d'oiseaux en partie basse, et puis dans les médaillons, un décor de rinceaux, d'arabesques, qui se termine par des fleurons ou des demi-fleurons. Alors, une autre image pour vous parler de Baybars, qui est un très grand sultan de la période mamelouk. Et je voudrais juste rendre hommage à Jean-Claude Garcin, qui est malheureusement décédé récemment, qui a traduit et qui a donné une version il y a une quinzaine d'années du livre de Baybars chez Actes Sud. Si vous voulez vous régaler et lire l'histoire d'une épopée, plongez-vous dans le livre de Baybars, c'est absolument admirable. Il s'agit d'un élément de la Maxoura, de la partie qui protégeait en fait le cénotaphe de Baybars au Caire, et qui a été rapporté en Europe par le biais de certains antiquaires et de marchands d'art, et qui a été acheté par le musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est un achat qui date des années 1885-1890. Le musée des Beaux-Arts de Lyon est l'héritier de fonds qui ont été constitués par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui a aussi une tradition de négoce très ancienne avec le sud de la Méditerranée et le Proche-Orient arabe. Et à Lyon, en réalité, beaucoup d'acquisitions ont été réalisées à titre onéreux pour le musée, contrairement à la plupart des autres musées en France, où les objets d'art islamique ont plutôt été acquis par le biais de dons ou de legs et sans véritable politique concertée. Alors, il s'agit, vous voyez, d'une boiserie qui est datée de 1277, réalisée avec des bois extrêmement précieux et durs, qui ont une densité assez importante, comme le buis, le jujubier, mais l'armature est en peuplier. Donc, on a affaire à un décor de marqueterie de bois et d'ivoire et d'incrustation. C'est un panneau assez important qui est présenté de manière permanente dans les salles du musée des Beaux-Arts de Lyon. Un autre objet sur lequel je vais passer très vite, puisque dans l'exposition, vous êtes accueillis justement par une des images du médaillon du baptistère de Saint-Louis. C'est un objet qui a été réalisé par les dinandiers du monde syro-égyptien. On a longtemps pensé que les dinandiers de la région de Mossoul avaient pu participer à ce genre de production. À l'heure actuelle, on repousse un peu la réalisation de ce bassin au début du XIVe siècle. Et il est associé à Saint-Louis, non pas parce qu'il est contemporain de Saint-Louis, non pas parce qu'il aurait été ramené de la croisade par Louis IX, vous savez, qui est mort à Tunis, mais en fait c'est un bassin qui est présent notamment dans le trésor de la chapelle de Vincennes assez tôt. Et lors du baptême de Louis XIII, qui a été organisé au château de Saint-Germain-en-Laye, des sources écrites rappellent qu'il a fallu aller chercher ce bassin dans la chapelle de Vincennes, donc à l'autre bout. Voilà. Et donc ce bassin a servi de cuve baptismale pour baptiser des princes de sang, pour baptiser Louis XIII, des princes aussi au XVIIIe siècle. La dernière occurrence, ça a été celle du baptême du prince impérial à Notre-Dame de Paris en 1856, donc le fils de Napoléon III et d'Eugénie. Voilà. C'est ça, hein, Eugénie. Oui.
qui a donné aux Marseillais sa résidence du Pharaon. Voilà, donc c'est un objet très connu qui fait désormais partie des collections du musée du Louvre. Il est composé de 2 plaques de métal qui sont associées au niveau du bord, et chacune de ces plaques est tapissée d'un décor extraordinaire d'incrustation de plaques d'argent, où vous retrouvez justement des figurations de personnages, des archers, des personnages buvants, certains représentant des charges, effectivement, dans la hiérarchie mamelouk. Et puis, on a fait graver sur ce bassin des fleurs de lys au moment justement où la pièce a été intégrée dans ces usages royaux du baptême des princes de sang, et il est entré au musée du Louvre en 1821. Rapidement à propos de l'art du livre, puisque les collections des bibliothèques, que ce soit la Bibliothèque nationale de France, mais dans de très nombreuses bibliothèques en France, vous trouvez effectivement des manuscrits qui viennent du monde turc, du monde iranien ou du monde arabe. Je vous montre une page du Mirajnameh de Mir Haïdar, qui est un manuscrit absolument somptueux qui a été réalisé à Hérat et qui est daté 1436. Il a été acheté à Constantinople pour le marquis de Nantel par Antoine Galland, qui est un très grand personnage de l'histoire de l'orientalisme. Et il est la narration finalement illustrée, ce manuscrit, du voyage du prophète Muhammad de la terre vers Dieu, en traversant les 7 cieux et en rencontrant les prophètes. Il est accompagné dans son voyage par l'ange Gabriel, que vous voyez ici au centre. Et il est juché sur Al-Burak, cette monture fabuleuse à visage de femme qui lui permet de réaliser cette ascension nocturne. Donc c'est un manuscrit absolument somptueux. Vous pouvez feuilleter les pages, puisqu'en fait l'ouvrage a été numérisé si vous vous rendez sur le site de la BNF. C'est un bonheur extraordinaire. Et vous voyez que les langues qui sont celles de cet ouvrage sont à la fois l'arabe, mais aussi le persan et le turc tchagatai. Donc on a affaire à des sociétés. Bon, Hérat, c'est en Afghanistan aujourd'hui, enfin, c'est dans cette région du monde. On a affaire aussi à des œuvres d'art qui sont réalisées par des artistes d'origine culturelle extrêmement variée. Et ces pays du sud, de l'est de la Méditerranée et d'Asie centrale sont des lieux où on utilise des langues très diverses tout au long de la journée. Cette question du multilinguisme est très très importante en terre d'islam. Ensuite, pour citer les collections plus proches de nous, je vous montre ce carreau de revêtement qui vient aussi d'Iran, de Natanz. Il s'agit d'un carreau de céramique conservé aujourd'hui au musée Granet à Aix. Il est clairement daté de la période iranide, du début du XIVe siècle, entre 1307 et 1310, et il provient du sanctuaire d'un mystique iranien qui s'appelle Abdas Samad, qui est à l'origine en fait de la philosophie illuminative en Iran, à la suite de traditions platonicienne et zoroastrienne. Donc ce carreau a été lu, enfin l'épigraphe a été lu par Robert Mantran en 1971 lorsqu'il en a demandé la présentation au musée d'Aix-en-Provence. Et donc là, ce qu'on peut lire ici, c'est « Et ceci a été écrit ». Et en réalité, ce carreau fait partie d'une frise épigraphiée plus complète. Et on trouve aujourd'hui des carreaux de cette frise dispersés dans de très nombreux musées du monde, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée des Arts Décoratifs à Paris. C'est un objet très intéressant, notamment du point de vue de la technologie du lustre métallique. Vous voyez que le
le décor que l'on voit en fond avec ces animaux sur un fond végétal est réalisé avec cette technique de lustre métallique qui a été élaborée d'abord en Irak et qui a été particulièrement développée dans le monde iranien au XIIIe siècle en particulier. Et c'est une technique pour laquelle on a des traités, notamment le traité de la céramique d'Abou Qasim. Voilà, cet objet a été donné par un collectionneur particulier à la ville d'Aix-en-Provence et il l'avait acheté sur le marché de l'art au début du XXe siècle. Un autre objet majeur des collections publiques de France, cette rondache ottomane qui est contemporaine du règne de Solyman le Magnifique. C'est un objet exceptionnel. On connaît d'autres rondaches dans la collection du musée de l'Armée à Paris, mais aussi à Vienne et bien évidemment conservée au musée de Topkapi à Istanbul aujourd'hui. Il est très probable que cette pièce ait fait partie des collections de Nicolas Fabry de Peiresc, un très grand savant provençal de l'époque de Louis XIII. Et parce qu'il est arrivé en 1821 dans les collections de la ville à la faveur d'un achat, et Fauris de Saint-Vincent avait épousé une descendante justement de Peiresc. L'épigraphe a été lue très tôt, parce que cette pièce a été identifiée assez tôt dans les collections, en particulier par Louis Aubin Milin, qui sillonne la France autour de 1800. Et Milin avait rencontré Fauris de Saint-Vincent en 1804 à Aix. Et Milin avait ensuite présenté en 1790 un ouvrage très très important consacré au patrimoine en fait français. Et on y trouve justement mention de cette rondache. Et donc Milin relève l'épigraphe, et c'est Adrien de Longperrier, qui était le conservateur des antiques du musée royal, c'est-à-dire qui s'occupait des antiques, des monuments égyptiens, de toutes les époques, des monuments orientaux et arabes et indiens, entre 1847 et 1870 au musée du Louvre. C'est donc Adrien de Longperrier qui a lu cette épigraphe, aidé par Sylvestre de Sacy, qui a été le grand professeur d'arabe à Paris à cette époque-là. Et donc, je vous lis l'épigraphe que vous voyez sur cette rondache dans les deux bandeaux. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, oui, nous t'avons accordé une éclatante victoire, afin que Dieu te pardonne tes premiers et tes derniers péchés, qu'il parachève sa grâce en toi, qu'il te dirige sur la voie droite, et afin que Dieu te prête un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre sa sakina dans le cœur des croyants, afin qu'ils croissent dans la foi. Les armées des cieux et de la terre lui appartiennent, Dieu sait tout, il est sage. Pour faire entrer les croyants et les croyantes dans les jardins où coulent les ruisseaux, ils y demeureront immortels, et pour effacer leurs mauvaises actions, c'est là, auprès de Dieu, un bonheur sans limite. Voilà, je vous ai donné la traduction du Coran de Denise Masson, publié chez Gallimard. Et donc ce texte est un extrait du Coran, de la sourate de la victoire, ce qui est assez logique finalement pour un objet qui est un objet associé à la guerre, mais plutôt à la parade. Hein. C'est un objet qui est réalisé à Nausier, et chaque brin d'osier est entouré d'un fil de soie pour donner la couleur. Donc la couleur que vous voyez, c'est celle du fil de soie qui est entouré autour de chaque brin d'osier, qui est ensuite mis en forme pour donner ce côté circulaire à la pièce. Au revers, la pièce est doublée d'un velours de soie mauve, donc là vous ne le voyez pas sur la photographie, et sur la face, on voit cette partie en métal central, une sorte d'ombo, et d'autres éléments, ainsi que vous voyez ces décors de nœuds chinois qui sont utilisés dans le monde ottoman, inspirés effectivement du vocabulaire décoratif chinois, et qui sont des
des images à vocation prophylactique et censées porter bonheur. Donc en fait, c'est une rondage qui est destinée à la parade, hein, pas du tout destinée à faire la guerre, et qui date effectivement du règne de Soliman le Magnifique, la fin du règne de Soliman le Magnifique, vers 1560. Pour parler des Ottomans et de la céramique ottomane, le Musée national de la Renaissance au Château des Coins, dans le nord de Paris, est riche d'une collection exceptionnelle de plusieurs centaines de pièces de forme de céramique ottomane, dont j'ai assuré la publication en 2005 avec Frédéric Hitzel. C'est un ensemble époustouflant qui a été acheté par le ministère de l'Instruction publique et notamment par le conservateur du musée, qu'on appelle aussi musée de Cluny, musée du Moyen-Âge aujourd'hui, Alexandre du Sommerard, à Auguste Salzmann, qui occupait les fonctions de consul de Rhodes pendant une certaine période, dans les années 1860. Et donc Salzmann a constitué cette collection de céramique ottomane du XVIe siècle à la faveur de ses voyages dans le sud de l'Anatolie, et l'ensemble est arrivé dans de grandes caisses par le port du Havre en 1858, a été exposé très vite au musée du Moyen-Âge, musée de Cluny à Paris, ce qui a permis justement à des artistes, des créateurs du XIXe siècle de puiser des sources d'inspiration dans cet ensemble. Voilà, donc je vous montre juste deux plats. Ce plat à décor d'engobe bleu lavande qui fait penser à des broderies, en particulier du monde grec. Et puis ce plat aux 4 fleurs qui représente justement un buisson de fleurs, des 4 fleurs. Vous reconnaissez la rose. On voit pas beaucoup de jacinthe, je crois, sur cette pièce, mais il me semble qu'il y en a une, mais surtout des œillets et des tulipes qui constituent un répertoire floral traditionnellement représenté sur ces pièces de céramique d'Iznik. Une photographie de mauvaise qualité, je vous prie de m'en excuser, pour vous montrer cette verseuse de Tchanakkale, de l'Empire ottoman, la région des Dardanelles, qui fait partie du musée Ingres de Montauban et qui a été acquise à l'époque où Cambon, qui devait organiser la succession d'Ingres, a été missionné par la ville de Montauban pour acheter sur le marché parisien des objets d'art islamique, de manière à présenter à Montauban une galerie permanente d'art islamique, comme on pouvait en voir à Paris au musée des arts décoratifs. Voilà, et donc la collection islamique du musée Montauban a été redécouverte très récemment et publiée par nos collègues du musée Ingres. Et puis cette broderie d'Alger, aussi un hommage à Aventure de Paradis, qui a été diplomate, qui a favorisé le truchement entre les négociants de Marseille et d'Alger pendant très longtemps, à la fin du XVIIIe siècle. Une image de la statue de la Vierge Noire de la cathédrale de Chartres, vous voyez, qui est drapée dans une broderie d'Alger du XVIIIe. C'est une pièce somptueuse en soie et en or, et qui est toujours visible aujourd'hui pour cette Vierge dite au pilier, dont je vous montre un dessin du XIXe siècle sur la page de gauche. Alors, en conclusion, on peut dire que ces collections sont présentes sur le territoire national depuis un peu plus de 1000 ans en réalité. Elles ont été acquises à l'époque pour être utilisées dans des trésors d'église, pour envelopper les reliques des saints, pour conserver dans des coffrets des objets précieux. C'était des objets qui étaient un peu visibles, mais un textile comme le suaire de Saint-Josse n'était pas nécessairement présenté à la vénération des fidèles, puisqu'il servait justement à emballer des reliques.
Donc, à l'époque, dans la première partie du Moyen Âge, ces objets sont conservés pour leur qualité spécifique. Ce sont des objets de luxe. Et à ce titre, ce sont des objets exotiques qui témoignent de matériaux ou de techniques de fabrication qui ne sont pas maîtrisées dans l'Occident latin. Progressivement, on voit que, en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle, des voyageurs ramènent effectivement du pourtour du bassin méditerranéen, du Proche-Orient arabe, du Moyen-Orient, du monde iranien, des livres, des objets qui leur sont un peu plus contemporains. Et donc on assiste en fait à des usages différenciés dans le temps. Je vous ai assez peu parlé d'objets archéologiques, mais ils font aussi partie des collections. Dans le Midi de la France, nous avons une particularité, c'est que parmi les sites fouillés en contexte urbain depuis une quarantaine d'années, je pense notamment à Arles, Avignon, Montpellier, Nîmes, on retrouve souvent dans les couches médiévales des fragments de céramique dite orientale, parfois avec des décors bleus et blancs qui viennent de Damas, parfois à décors lustrés. Ce sont souvent des fragments de céramique qui rappellent que l'on faisait venir du Proche-Orient des préparations pour les apothicailleries. Et dans l'exposition, justement, est présenté un pot d'apothicaire en céramique lustrée. Voilà, donc c'était le contenant. On faisait venir d'Orient des produits spécifiques pour la pharmacopée. Et donc, on trouve effectivement des fragments céramiques de cette nature. À Marseille, on a trouvé aussi, en contexte archéologique, des fragments de céramique ottomane, en particulier dans les fouilles de sous-marines à Ratonneau et Peaumègre. C'était des pièces qui étaient longtemps présentées au musée d'histoire de Marseille, mais je crois qu'elles ne le sont plus. Ce sont de petites tasses à café de Cutaïa qui sont fragmentaires, voilà, qui sont des pièces très très intéressantes. Et à l'occasion des fouilles réalisées à Saint-Victor de Marseille, on a retrouvé aussi des fragments de céramique ottomane d'Iznik, donc du XVIe siècle. Donc ça veut dire que les objets circulent et sont utilisés depuis très longtemps de part et d'autre de la Méditerranée. Se pose finalement la question de leur monstration ou de leur connaissance, on va dire, par le grand public. Parce que dans les musées parisiens, à Londres, à Berlin, mais aussi en France, pendant longtemps, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on montrait les collections des musées de manière exhaustive. C'est-à-dire quand vous visitiez un musée, vous aviez l'opportunité de voir quasiment l'intégralité de la collection. C'est ce que vous pouvez voir encore aujourd'hui au Musée national de la Renaissance. La collection de céramique ottomane est présentée quasi intégralement. Je crois qu'on a simplement une trentaine de pièces qui sont conservées en réserve. C'est ridicule. Vous avez plus de 400 pièces qui sont présentées dans la salle. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. À l'occasion du travail qui a été mené à Montauban, nous nous sommes rendus compte que jusqu'à la guerre, la collection d'art islamique était montrée comme une collection d'art décoratif. Après-guerre, la salle a été fermée, ou même pendant la guerre, parce qu'il fallait mettre à l'abri les collections en caisse en raison des événements. Et les collections n'ont pas été redéployées à la réouverture du musée dans les années 50. On est passé à d'autres modes d'organisation, de scénographie, de présentation de collections dans les musées. Et en général, c'est souvent la partie de l'art décoratif qui est la moins montrée. Ça a été le cas également à Paris, au musée des arts décoratifs. Jusque dans les années 70-80, étaient présentées des collections d'art islamique au pavillon de Marsan, sous les toits. C'est notre collègue Daniel Giraudy, qu'on connaît bien ici à Marseille, qui a été un temps en charge de ces collections à Paris. Ces collections ne sont plus montrées aujourd'hui au musée des arts décoratifs. Et donc, à la fin du XIXe siècle, les collections d'art oriental sont intégrées dans des départements d'art mobilier
d'art décoratif du Moyen Âge, de la Renaissance, des temps modernes, parfois avec les sculptures, sans qu'il y ait de scission ou de distinction concernant la provenance des pièces. C'est-à-dire que ce que l'on souligne, en fait, c'est une sorte de communauté de formes ou de communauté de matériaux mis en œuvre par les artistes. Et donc c'est comme ça que vous trouvez par exemple au musée du Louvre pendant longtemps de grandes vitrines dans lesquelles les ivoires byzantins coexistent avec les ivoires islamiques ou les ivoires du Moyen Âge en particulier. Voilà. Et donc, comme il me semble, et ça c'est un point de vue personnel, que ces objets d'art islamique relèvent davantage de l'art décoratif. Le fait qu'il y ait eu peut-être un peu moins d'intérêt pour les collections d'art décoratif classiques dans les musées, en tout cas dans leur monstration, fait que ces collections sont souvent assez mal connues du grand public et encore aujourd'hui peu montrées. Voilà, donc l'exposition qui est proposée à l'Alcazar aujourd'hui est, on l'espère, un premier pas pour donner envie de montrer de manière plus durable ces collections françaises d'art oriental. Merci beaucoup pour votre attention.